Voilà, nous sommes de retour. Je vais juste attendre que Astrid puisse donc se connecter. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à commencer tout doucement à les mettre. Et moi, je vais essayer d'épingler si je peux. Je vois pas si Astrid... Ah oui, super, elle est là. Il y a une demande Astrid, comme ça. Coucou Florence. Hello! Ah là, je t'entends Là, tu super m'entends bien. mieux? Ok, bah, Ah je ouais, sais pas ce qui se passait. c'est carrément mieux. J'ai voulu épingler la vidéo, mais je n'arrive pas. Donc, on va tout doucement commencer. Tac. Voilà. On va laisser juste les gens arriver tout Arriver doucement. petit à petit. Ah, C'est trop cool ah, de ouais, faire ça carrément. avec toi. Moi aussi, je suis trop contente. Merci Pauline pour le son. Ah, j'ai pas voulu me mettre des petits cœurs. Je sais pas si. Ok. Tu vois, il me dit non, ça va aller. On va être tout simple. On va attendre que tout le monde arrive et puis on va pouvoir commencer tranquillement. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Voilà. On espère que vous allez Il y a du bien. monde, hein? Ouais. Vous pouvez nous dire d'où vous venez, ça fait plaisir aussi de savoir un petit peu. Bonjour Laurine. Quelles sont vos origines? Est-ce que vous êtes plutôt de Paris, de Lille ou je sais pas, du sud de la France? Comme ça, en attendant que les gens s'installent. Donc, ah, ça m'a En encore attendant que donné. je reprenne mon souffle parce que j'ai couru pour aller chercher mes écouteurs. Je suis encore essoufflée de monter les escaliers. C'est un peu le problème du confinement, hein. C'est que Ouais, finalement, même monter les escaliers, ça commence à devenir un peu compliqué là. excellent. Ah, il y a Avignon, il y a le nord de la France, Lille, super. Montpellier, ah, enchantée Séverine. Lille, ah, excellent. Hello Alice. Versailles, ah, c'est bien, Ah, il c'est y a assez vraiment des gens de dynamique, partout. c'est trop bien, c'est super. En tout cas, nous sommes contentes avec Astrid de vous proposer ce moment. Donc, faudra Nantes. Oui, ça fait longtemps qu'on est en contact. Je sais pas si tu veux qu'on explique un peu, mais ça fait longtemps qu'on est en contact toutes les deux via Instagram et via nos Oui, parcours et expériences similaires. ouais, Enfin, tout à fait. c'est-à-dire on s'est enrichi de formations qui sont quand même Ouais. assez similaires et ça fait pas mal de temps maintenant qu'on échange sur Instagram et on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer en fait. Non, C'est-à-dire que non, moi mais j'entends beaucoup parler de toi, mais même de pareil. manière assez improbable, tu vois, en me retrouvant un week-end avec des copines, on me dit ah mais j'ai une super prof de yoga à Bondu. Enfin et en fait j'entends souvent parler de toi et je pense que toi pareil, enfin par Ouais, Instagram et tout, on a été amenés à être vachement en contact super. et donc c'est cool de pouvoir faire ça ensemble. Ah ouais, non, mais c'est trop un plaisir. Et puis, je vois qu'il y a des gens qui viennent de partout, là. C'est génial. Mm. Ouais, ça fait de belles petites connexions. Donc, voilà, avec Astrid, nous sommes ensemble là aujourd'hui pour vous parler des symptômes. Comme vous avez vu le titre du live, on va vraiment essayer de le faire de manière interactive. Donc, s'il y a des questions qui émergent, n'hésitez pas à les écrire. Moi, je viendrai regarder pour pouvoir faire que justement ce live soit interactif. On essaiera justement de le laisser à disposition. Mm. Euh, on va déjà, moi j'aime bien, tu vois, Astrid, de me dire, allez, on va reprendre la petite définition qui est donnée dans tout ce qui est la rousse. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est quoi un symptôme? Et donc en regardant un petit peu, les mots qui sont revenus, c'est vraiment, c'est un phénomène subjectif qui traduit des états liés ou pas à des troubles fonctionnels ou lésionnels qui le déterminent. Il s'agit surtout de douleurs, de troubles de la sensibilité, de troubles sensoriels, ce qui permet de deviner un état de fait à venir ou mal connu. Donc on retrouve vraiment déjà, en posant les mots comme ça dans la définition basique, ce côté subjectif, Ah, bien sûr. ce côté sensoriel, tu vois, c'est vraiment de dire bah, il y a un trouble sensoriel qui peut justement être fonctionnel. Donc on va retrouver la fonctionnalité. Donc moi, je vois vraiment le symptôme comme quelque chose qui va nous inviter à fonctionner autrement. Donc dans la définition classique, on retrouve vraiment trouble fonctionnel ou lésionnel, avec ou sans lésion. Est-ce que toi, du coup, ces termes de fonction altérée, de liaison, de subjectivité, qui va justement inviter à la lecture qu'on on va en faire, hein, nous,
notamment par rapport à nos cinq sens. On parle justement de cette notion de perception qui Mhm. permet les cinq sens. Est-ce que tout ça, ça te parle un petit peu, toi, dans ce que tu fais, puisque tu as plein de casquettes aussi à ton arc, à ton activité, à ce que tu fais en fait? Est-ce que ça te parle en fait, ces notions? Oui, bien sûr. Et c'est vrai que le symptôme, la définition est hyper intéressante parce que c'est vrai qu'on va jamais aller forcément se replonger dans ce type de définition pour savoir vraiment ce que le symptôme et qu'est-ce qu'il vient nous dire en fait. Mais c'est vrai qu'en fait, mon parcours personnel et aujourd'hui mon parcours en tant que j'aime bien m'appeler une sensibilisatrice, tu vois, et éducatrice à la santé, me permet vraiment de me rendre compte que, en fait, déjà, comme tu disais, c'est quelque chose de très subjectif, mais en plus de ça, le fait de voir le symptôme comme un message est quelque chose qui peut engendrer une prise de pouvoir assez impressionnante par la personne qui ressent ce symptôme, en fait. Oui, Je sais tout pas à si tu fait. m'entends bien, moi je m'entends avec un petit décalage. Non, non, ça va, je t'entends Ok. bien. Ça va, je pense que c'est les connexions qui font ça, mais Mm. tout à fait. Il y a vraiment cette côté de comment, en fait, on peut comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Moi, je prends souvent l'exemple, si tu veux, j'ai des personnes qui me disent, j'ai des troubles du sommeil. J'ai des troubles du sommeil, je me réveille, j'ai déjà des palpitations, c'est déjà compliqué, je sens déjà que je suis stressée. Et effectivement, quand on parle par exemple des symptômes, on va retrouver en cas de stress cette sensation du cœur qui tout le temps, tu vois, va s'emballer. Donc tout mon travail va être aussi de, comme tu disais, de ramener la personne à la perception du symptôme et sachant que un symptôme prend sa définition dans ce que nous lui apportons et accordons déjà comme Bien sûr. présence. Dire, Comme voilà, sens. voilà, comme sens. Et que donc tout ce travail, par exemple, pour une personne qui me dit j'ai des troubles du sommeil, le matin je me réveille, je suis déjà fatiguée, j'ai déjà le cœur qui palpite. Mais sous l'idée de rentrer, de partir avec cette personne dans son histoire et de lui expliquer justement que on peut, le matin, c'est physiologique, la cortisol est faite pour nous réveiller et c'est très physiologique d'avoir déjà le matin le cœur qui bat. En Ouais, fait, bien sûr. c'est normalement notre cœur qui va accélérer pour que nous puissions nous réveiller et nous mettre en mouvement. Et donc, la personne qui souvent me parle de ça, je ne vais pas, tu vois, évidemment lui dire d'emblée, mais est-ce que tu sais Oui, que le c'est cœur va normal. battre, voilà, c'est normal que ton cœur batte plus vite le matin parce qu'il te demande de te réveiller. C'est pas parce que tu as des palpitations, c'est pas du stress. Même si on est bien d'accord que un des symptômes du stress, c'est cette palpitation. Mm. Donc, on revient vraiment à cette notion de définition et d'interprétation. Et j'aime bien ce que, du coup, va nous dire la médecine. Parce que la médecine, quand on prend la médecine dans son sens large, une maladie peut être symptomatique. Ça veut dire qu'elle va présenter des Des symptômes. symptômes. Voilà. Une maladie peut aussi être asymptomatique. Ça veut dire que la personne est malade et qu'il n'y a pas de symptômes. Et la même maladie peut être, donc on emploie le mot de paucisymptomatique. Ça veut dire qu'une personne a la même maladie qu'une autre et elle va peut-être avoir un seul symptôme. Ouais, bien Donc c'est un sûr. petit peu le cas de la fibromyalgie où des gens vont Mm. te décrire les 100 symptômes et que d'autres vont juste te dire mais moi j'ai que la fatigue chronique. Et je trouve que de ramener cette définition du symptôme déjà là, dans notre première partie de discussion à ce que la médecine nous en dit, ça nous fait déjà prendre conscience que on peut avoir tous diverses expressions de Ouais, bien notre sûr. corps pour une même pathologie, un même cancer, une Mm. personne qui a une endométriose, une fibromyalgie ou un Crohn. On ne va pas tous avoir l'expression manifester les mêmes De symptômes, la les même mêmes manière. Et après, au-delà de ça, c'est vrai aussi que deux personnes qui ont des pathologies complètement différentes, et moi je l'ai beaucoup vu aussi, peuvent avoir des symptômes très similaires. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit aussi que la manière dont on découpe les maladies et dont on classifie permet forcément d'apporter une réponse de par la médecine allopathique, hein, avec des molécules, avec des choses très précises qui viennent agir à des endroits très précis. Mais en fait,
c'est vrai que quand on se rend compte que deux personnes qui ont des pathologies complètement différentes peuvent avoir les mêmes symptômes et deux personnes qui ont la même pathologie peuvent avoir des symptômes très très différents, comme tu le disais, par exemple la fibromyalgie, certaines personnes ont 70 des 100 symptômes et d'autres en ont 2 ou 3. C'est à ce moment-là que ça devient hyper intéressant parce que je trouve qu'on peut se détacher de cette maladie et en fait se rendre compte que c'est le corps qui s'exprime et que le corps s'exprime différemment en fonction des individus. Et aussi, c'est vrai que je trouve que en lisant beaucoup de choses en fait concernant les médecines naturelles, tout ce qui est un peu psycho-émotionnel, etc., tu vois, ces théories-là, on se rend aussi compte que le corps, enfin, un peu tous les principes de retour à la santé, tu vois, mais en fait, le corps utilise ces symptômes pour se détoxifier, pour se désencrasser, et en fait, ce symptôme, il est finalement positif parce que, en fait, il implique et c'est un peu le mouvement d'un retour à la normale et au rééquilibre du corps. J'imagine qu'on va en parler parce que on est toutes les deux passionnées de médecine traditionnelle chinoise, donc l'équilibre, c'est un sujet important, mais c'est vrai que je trouve que de le voir comme ça enlève ce poids et cette case en fait de la maladie, je trouve. Ah, tu as tout à fait raison. Et ce qui était intéressant, je rebondis dessus, c'est que quand tu disais justement, et on le dit vraiment en médecine, hein, nous dans notre formation aussi de sage-femme, et même dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est pour ça qu'on va en parler, c'est assez intéressant. Euh, on peut mettre classifier les pathologies par rapport à leurs symptômes. Donc, je vais aller dire à mon médecin, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il va dire que ça correspond à telle pathologie. Mais on peut retrouver effectivement les mêmes symptômes dans diverses pathologies, ce qui fait que dans les accompagnements, tu peux très bien, si une personne s'est spécifiée dans tout ce qui est troubles alimentaires, on va retrouver dans plusieurs pathologies ces problèmes de troubles alimentaires qui peuvent se mettre en place. Mais là où on pousse un petit peu plus la réflexion, c'est de dire que, OK, on peut avoir des symptômes qui se regroupent et qui sont dispatchés dans plusieurs pathologies sans forcément en avoir la même, mais aussi une personne peut avoir des symptômes qui ne correspondent à aucune pathologie. Donc, on peut être tout le temps fatigué chronique, on peut tout le temps avoir ces maux de tête, mais on n'arrive pas à y poser un diagnostic de migraine, on n'arrive pas à poser à cette fatigue qui est là le matin, le soir, on n'arrive pas à dire que c'est telle maladie. Et donc, je trouvais que dans votre live, en fait, ce qui était aussi intéressant, c'était de dire aux gens, mais finalement, moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, que ce soit des femmes enceintes, tu vois, qui sont censées ne pas avoir de maladie, ou des personnes qui ont des pathologies que j'accompagne, ou des femmes qui sont tout simplement en reconversion. Moi, je travaille surtout et beaucoup sur cette notion de symptômes. Je leur pose toujours la question, c'est quoi ton symptôme? Et souvent, ah, mais je ne suis pas malade. Je dis, mais non, on a tous et toutes un symptôme qui est là pour nous donner, comme tu disais, un message, une rythmicité, pour nous permettre d'être dans quelque chose de linéaire, une linéarité, nous permettre de nous connaître. Et du coup, pour justement rebondir à ce que tu disais, je me suis un peu intéressée à un psychanalyste. Je vais te lire un peu ce qu'il dit. C'est pas très long, pour que tu puisses, toi, avoir un peu ton retour de ton expérience là-dessus. Alors, ce psychanalyste, c'est Jacques Lacan. Il a beaucoup travaillé avec la fibre de Freud, en fait. Et on connaît un petit peu Freud dans tout ce qui est justement hystérie et tout le... Enfin, je connais toute sa démarche qui a été autour de ça. Et en fait, c'est en étudiant le cas de Anna O, une hystérique soignée par Joseph Breuil, grâce à la méthode cathartique, que Freud a d'abord vu dans le symptôme un résidu mnésique d'expérience émotive. Je trouvais ça très intéressant, un résidu mnésique d'expérience émotive, c'est-à-dire de traumatisme psychique. Ensuite, en formulant sa nouvelle compréhension du système psychique, il a interprété différemment le symptôme. Pour lui, l'appareil psychique est composé de différentes instances en conflit, le moi, le ça, le surmoi. Quand une représentation pulsionnelle tombe sur le coup d'un interdit, elle est refoulée dans l'inconscient par la censure opérée par le moi, mais jamais anéantie.
alors un processus se met en place de tentative de réapparition des éléments refoulés. C'est le retour du refoulé. Et donc, là que ça devient intéressant de dire, mais en fait, qu'est-ce que le symptôme vient nous dire? Et donc, c'est là qu'il dit, le rêve, les lapsus, les oublis, les actes manqués ou bien les symptômes sont donc révélateurs de ce retour du refoulé. Et donc, Lacan, Jacques Lacan, lui, il nous dit bien, il dit pour lui que le symptôme serait la cause du désir. Alors moi, j'ai trouvé ça assez passionnant. Enfin, je me suis dit, mais c'est quand même assez... je ne sais pas ce que tu en penses dans cette notion dans ces notions que je viens de partager là, ces mots. Bah, en fait, c'est vrai que moi, je pense directement à tout ce qui est... On parle beaucoup de ce qui n'est pas exprimé, ce qui n'est pas exploré, ce qui n'est pas accepté, enfin, tu vois, et tout ce qui n'est pas... Tout ce qui est... Et ça revient un peu avec cette histoire de maladie, maladire, tu vois. Et c'est vrai que moi, ce que j'y entends, c'est vraiment comment, malgré tout, les choses vont finir par s'exprimer, que ce soit dans... Enfin, si elles ne sont pas exprimées, elles vont s'exprimer dans le corps, en fait. Et c'est marrant parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression d'avoir vécu dans mon corps, hein, et toi aussi, j'imagine, à travers la maladie, hein, mais je trouve que c'est... ouais, c'est hyper... Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir voir les choses sous cet angle-là parce que ça nous permet justement de comprendre que le corps n'est pas un ennemi et qu'en fait, il y a toute une dynamique en marche pour aller vers le mieux, en fait, et pour aller peut-être vers une vie qui nous convient mieux, pour aller vers une autre relation à soi aussi, hein, je pense, et qui sera peut-être plus profonde, qui sera peut-être plus juste. Et je pense que le symptôme se manifeste et la maladie se manifeste à un moment où on est effectivement dans un manque de justesse. Donc, si on parle d'un mal de tête, ça va pas être la même chose que quelqu'un qui se retrouve avec voilà un cancer en phase terminale ou avec. On parle pas du tout de la même chose. C'est-à-dire que je pense que ça sert à rien d'aller se poser des questions si on a un mal de tête, d'aller se demander que vient me dire ce mal de tête en termes d'émotionnel, en termes si c'est un mal de tête qui est là après avoir picolé la veille, par exemple. Mais je pense que quand les symptômes s'inscrivent dans le temps et deviennent chroniques, ça peut être intéressant d'aller regarder vraiment ce qui s'y passe. Et j'imagine que tu connais le livre de Michel Odoul. Oui, on va en parler là. J'ai prévu, je l'ai mis de côté. Comme ça, on va aller Ouais, c'est progressivement ça. avec lui, vers le corps. Mais c'est assez intéressant, je trouve, parce que je regardais une interview de lui et il explique, il dit à un moment, c'est un vieux sage chinois qui raconte ce n'est pas en remuant la vase que l'eau devient plus claire. Et donc il explique en fait quelles sont les limites d'aller chercher au plus profond du symptôme. Mais en même temps, il a passé sa vie à travailler sur le sens des symptômes et en fait, il a vraiment fait une synthèse des milliers de patients qu'il a reçus parce qu'il se rendait compte qu'il y avait quand même des liens qui étaient assez dingues, quoi. Ouais. Enfin bref, Et on en parlera après, mais c'est vraiment ça, je trouve que l'approche même de Freud et de ce psychanalyste aussi, Jacques Lacan, de dire, mais en fait, le symptôme serait la cause du désir refoulé. Je trouve ça déjà très intéressant, rien qu'en disant, bon voilà, j'ai un symptôme qui est chronique, qui revient souvent. Je ne suis pas certes classifiée comme une personne étant malade, mais j'ai tout le temps cette envie, par exemple, d'être perfectionniste. Pour moi, c'est par exemple un symptôme. Quand une femme me dit, oh, moi je suis perfectionniste, j'ai un projet de reconversion, ça me stresse, je dors mal. Donc moi, son symptôme, ça va être la perfection. Et je trouve que de déjà poser des mots avec enfin, avoir cette vision que nous proposent ces deux psychanalystes sont très intéressantes. Et notamment ce que Freud pouvait dire sur l'hystérie de la femme. Et là, ces mots de Lacan sur justement le symptôme serait la cause du désir refoulé. Donc, comment est-ce qu'on peut l'écouter? Et donc, comme tu parlais justement de Michel Odoul,
J'ai pris, donc je vais relire un ou deux passages pour que tu puisses justement, enfin, on a chacune enfin, on sait ce qu'on en pense, puisque voilà, c'est ce livre-là. Mm. Vous l'avez aussi dans la bibliothèque Mes Lectures, je vous l'ai mis dans les livres que je partage dans les stories à la une. Donc, alors, Michel Il y a Ledoux, une question, il y a une question justement. Dis-moi, le titre c'est Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, c'est ça? oui, dis-moi où tu as Ouais. mal, je te dirai pourquoi. Je le remets juste comme ça. Vous l'avez justement dans mes lectures, mes stories à la une des lectures. S'il n'y a pas de souci, je vous le remettrai, je vous dirai. Donc, en fait, euh, dans la page que je prends, c'est un livre, il va mettre, lui, divisé en deux, la symbolique du yin et la symbolique du yang. Pour lui, le yin va appartenir au côté droit du corps. Ce sera donc en lien avec le premier degré, la mère, l'épouse, la fille, la sœur. Le deuxième degré, la femme en général, la féminité, la structure des choses ou de soi, le cerveau droit, le sentiment. Et dans le degré social, ce sera donc le côté droit du corps. Nous sommes en lien avec la famille, l'entreprise, qui représente la mère sociale, celle qui nourrit et protège en son sein, la société et l'Église. Du côté gauche, il nous place la symbolique du yang, le côté gauche du corps, qui est en lien avec le premier degré, le père, l'époux, le fils, le frère. Et au niveau du deuxième degré, on va retrouver l'homme en général, la masculinité, la personnalité des choses ou de soi-même, le cerveau gauche, la force. Au niveau social, ce côté gauche du corps va représenter l'individualisme, la hiérarchie, qui représente ici le père social, celui qui éduque, forme et montre l'exemple. C'est l'autorité, c'est l'affaire la police. Et donc pour lui, cette correspondance des latéralités est aussi valable pour une sorte de diagnostic de base. Parce qu'il dit que nous avons en effet tous un côté du corps qui domine dans tel aspect général de notre corps. Ça peut être la souplesse, l'ouverture de la hanche, du pied, du sein. Dans l'aspect spécifique aussi, qui est par exemple l'œil directeur, le côté où on se cogne, on se blesse le plus souvent. Et donc, il va par exemple nous inviter, donc ça c'était assez intéressant, il va par exemple dire, donc j'ai vu qu'une personne disait qu'elle avait des maux aussi au niveau de la poitrine, de la pointe du thorax. Il explique par exemple que l'épaule, c'est si on a mal à l'épaule et que c'est du côté gauche de notre corps, la tension est en relation avec le côté yang, donc le côté paternel. Il invite justement les personnes à aller explorer cette dynamique paternelle. Et si c'est l'épaule droite qui nous fait mal, elle est en relation avec la dynamique yang. Donc ici, l'aspect justement que je viens de vous évoquer ici avec tout ce qui est la femme, la mère, comment est-ce qu'on se voit dans l'entreprise à la fois familiale et l'entreprise sociale. Donc c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais de lui déjà, c'est une partie de son livre, hein, mais on retrouve vraiment ça aussi dans la médecine traditionnelle chinoise, hein, de bien classifier comme ça les côtés droit et gauche du corps, et on a vraiment ces patients, et puis moi la première, hein, j'expliquais dans mon dernier post comment j'avais tout mon côté droit qui avait été atteint. Quand j'ai eu ma poussée de lupus, c'est tout le côté droit de ma tête qui a été atteint en fait avec des cloques qui étaient vraiment situées. C'était quand même assez impressionnant au niveau du méridien vésicule biliaire. Et quand j'ai pris la photo pour montrer l'évolution de ces cloques à mon médecin de médecine interne au CHU de Lille, j'ai pris la photo et impressionnant, Astrid. Enfin, même moi, je suis tombée des nues parce que je te dis, je prends la photo pour envoyer au médecin l'évolution de mes cloques. Et là, pouf, je vois que les mêmes cloques sont apparues du côté gauche, alors qu'elles étaient que à droite. Mm. Et là, on est là, en fait, avec le médecin, on regarde ça, elle me dit, mais c'est impressionnant, vos cloques sont symétriques. Ouais. Et là, C'était les trajets. Voilà, je lui ai dit avec mon acupuncteur, on était très contents parce que elle, c'est un peu. Bon, après, c'est que je suis dedans, tu vois. Et je lui ai dit, Ouais, docteur Morel, avec mon acupuncteur, on était très contents parce qu'en fait, mon corps est en train de s'équilibrer. C'est le côté droit qui était atteint. Et ce côté droit, comme il dit Michel Ledoux, c'est la femme, la féminité, la mère. Et moi, je n'ai pas grandi avec ma mère, j'ai été abandonnée. Et donc, quand j'ai commencé mon processus pour aller vers ma maternité, mon lupus est apparu, mes cloques sont apparues du côté droit, et la compensation s'est faite avec le méridien VB de l'autre côté. Alors moi, je trouve ça quand même incroyable. Mm. Tu vois, dans le Mais c'est assez symptôme. dingue comme même en l'étudiant, on reste impressionné par ce type de choses, tu vois. Ouais. Même en l'étudiant, quand ça se passe ou quand c'est quelque chose qu'on voit chez les patients ou même, tu vois, moi, que j'étudie en cours,
je me dis à chaque fois, mais c'est dingue comme il y a effectivement cette symbolique et je pense que ça peut être intéressant peut-être de parler hein, de tout cet aspect émotionnel qui est derrière, qui est très important dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires et qui a été intégré en fait réellement à leur approche de la santé. Mm. Et je sais pas si tu as prévu qu'on en parle ou pas, mais Oui, on va en parler justement. Je fais des ponts. Donc là, ouais, j'ai fait ce pont-là pour qu'on puisse parler de Michel Ledoux et puis commencer parce qu'il est beaucoup dans son livre, il est beaucoup dans cette latéralité quand même de dire on a le côté droit du symptôme, le côté gauche. Même si après, dans le livre, il pousse, hein, il va nous parler par exemple de la douleur, du fait que pour lui, quand on a des douleurs aux épaules, il explique bien, hein, enfin, tu peux relire le texte, comme ça tu pourras rebondir dessus. Il dit en fait que l'épaule est une porte vers le juste agir. Donc pour lui, c'est nos épaules qui nous permettent d'aller vers un acte, une pensée, quelque chose qui va nous mettre dans le juste agir. Donc quand on a des douleurs d'épaule, il nous propose justement cette réflexion. Il dit, les maux de l'épaule, les tensions que nous ressentons dans les épaules, pointe de l'épaule, trapèze, clavicule, omoplate, vont nous parler de notre difficulté à agir. Elle signifie que nous rencontrons ou ressentons des freins à nos désirs d'action, notamment en termes de ressources et de moyens. C'est-à-dire que nous nous sentons empêchés, non pas par manque de capacité, mais par manque d'assistance ou par opposition extérieure. Nous pensons que le monde extérieur ou par notre propre censure nous empêche et ne nous permet pas, ne nous donne même pas les moyens ou bien ne nous autorise pas à agir. Donc, je trouve encore qu'on retombe sur cette notion, grâce à lui, de perception. Comment est-ce que je perçois mon symptôme? Comment est-ce que je l'interprète? Qu'est-ce que je lui donne comme valeur? Est-ce que je le refoule quand on parlait justement le psychanalyste? Est-ce que je refoule à travers lui un désir peut-être de repos, de reconversion? Oui, ou d'action justement. Ouais. D'action, comme disait Michel Ledoux. Donc je ne sais pas ce que tu en penses de son approche, parce que tu as lu aussi ce livre dans cette conception du symptôme et dans cette notion d'interaction à l'autre, en fait, de se sentir j'ai pas de ressources, je vais pas y arriver. Ouais, bien sûr. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que déjà, il s'est basé, enfin, c'est une approche qui a été construite de par, en fait, des patients qui voyaient arriver avec des pathologies, avec des symptômes très particuliers et très précis, et où, en fait, lui, plutôt que de vouloir soigner ce symptôme, se disait on va aller chercher vraiment quelle est la cause, quelle est la racine du symptôme et qu'est-ce qui a pu le déclencher. Oula, pardon. Mon téléphone avec mes écouteurs, il est un peu en équilibre. Qu'est-ce qui a pu le déclencher, en fait quel est l'environnement de vie du patient qui a pu déclencher ce symptôme? Et en fait, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que lui, il explique qu'il a vraiment petit à petit construit son approche et que plus il construisait cette approche, plus il posait les bonnes questions et plus il se rendait compte, en fait, de la similarité de ce qui pouvait se passer dans la vie de la personne qui avait un symptôme de la similarité en fait des vies ou des moments de vie ou des choses à surmonter ou voilà chez toutes les personnes qui avaient le même symptôme. Et donc là, il a commencé à en faire un peu comme un dictionnaire hein, des symptômes. Mais oui, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir l'aborder comme ça. Et c'est vrai que en fait, quand on s'intéresse après, je trouve, à certains types de symptômes ou de pathologies qui représentent, enfin, qui sont représentatifs de certains symptômes ou qui se manifestent sous certains symptômes, on va se rendre compte aussi d'un type de profil, en fait, par maladie. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je m'intéresse énormément à la fibromyalgie, hein, parce que elle a fait partie de ma vie comme de la tienne. Mais c'est vrai que je me dis vraiment, en fait, avec plus je lis de choses par rapport à ça et plus j'essaye de vraiment donner du sens et étudier des approches différentes et aller regarder des témoignages et aller sur les forums. Et en fait, il y a quand même
donc il y a de l'épuisement chronique, il y a de la douleur chronique, et en fait, il y a vraiment un profil type de personnes qui développent la fibromyalgie. Et il y a un profil de femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes, je pense que c'est 96% de femmes, je crois. Ouais, c'est ça, il y a à peu près 7% d'hommes. Tout à Ouais, fait. donc 93% de femmes. Ouais. Et en fait, c'est vrai que on se rend compte que ce sont des profils de femmes qui ont été hyper actives, avec des profils superwoman, il peut rien arriver, je suis invincible, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup sans m'écouter, je fais beaucoup pour les autres, je donne, je donne, je donne. J'ai pas forcément un rapport très positif avec moi-même parce que je suis perfectionniste, je suis dans le jugement, je veux m'améliorer, je suis hyper performante, etc. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant comme on peut, on peut vraiment se rendre compte que, enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu, tu vois, cette pathologie en me disant qu'est-ce que je peux en tirer, parce qu'il faut vraiment que je comprenne le message qu'elle est venue m'apporter. Et une fois que j'aurai compris le message et que j'aurai compris que le symptôme, il n'est pas juste là pour m'embêter et mon corps n'est pas contre moi, et c'est là que c'est hyper intéressant aussi de pouvoir aborder le symptôme comme un message, c'est parce que Ouais. ça nous permet de nous rendre compte que c'est pas l'extérieur qui vient nous attaquer, parce qu'on a beaucoup cette vision de la maladie de ça m'est Ouais. tombé dessus. Et tu vois, moi la première, je me disais oh, mais pourquoi moi, mais pourquoi ça m'est tombé dessus, mais et en fait je trouve que de le voir comme ça change beaucoup les choses et ça change aussi complètement notre position par Ouais. rapport à ça. Et ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, il y a peut-être des choses qu'on n'écoute pas, et il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, voilà, et, euh, et qui sont à faire évoluer en fait dans notre rapport à nous-mêmes. Et pour moi, une maladie comme ça qui crée de la douleur dans le corps, qui crée de la fatigue, qui nous amène à nous reposer, à arrêter d'être dans l'action justement, à prendre du recul, à prendre... En fait, au-delà... Enfin, je sais pas comment. En fait, j'ai vraiment l'impression, et cette notion de symptômes et de messages, pour moi, euh, elle fait tellement sens Mm. que, en fait, tu vois, typiquement, la fibromyalgie que j'ai eue, elle s'est déclenchée après le burn-out. Le burn-out, c'était déjà un premier, bon, le corps reprend quand même pas mal le pouvoir, tu vois, en se Mm. disant, bon, bah, on va te mettre au repos. Et il y a eu cette fibromyalgie derrière qui s'est déclenchée. Mais en fait, je trouve effectivement que le fait de pouvoir euh, aller chercher la racine de ce qui peut causer ces symptômes dans notre environnement, dans nos relations, dans notre rapport à nous-mêmes, enfin, dans le rapport à soi, dans le rapport à la vie, ça peut nous permettre vraiment de pouvoir sortir de cette fatalité et sortir de cette incompréhension qui peut être plombante. Et je Ouais, pense tout que à fait. tu as pu vivre un peu la même chose, j'imagine, avec en fait, je pense que souvent on se demande pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi, je sais pas, l'univers, Dieu, machin et tout me fait subir ça. Soit on se demande comment j'ai pu, moi, arriver à me faire subir ça et à ce que mon corps soit dans cet état-là, en fait. Et je trouve que il y a ces deux positionnements qui sont complètement différents. Et il y en a un qui nous Oui. met dans une espèce de fatalité et de presque déterminisme. Hein, tu vois, on ne peut plus rien faire. C'est à l'extérieur de moi et je ne peux pas contrôler. Et il y en a un autre qui, au contraire, nous donne beaucoup de pouvoir parce qu'il nous permet de nous dire, bon, bah, en fait, j'ai créé cette maladie dans mon corps, en quelque sorte. Et comment je peux écouter les messages Ouais, pour me exact. permettre de aujourd'hui avoir une approche complètement différente des choses et, euh, et donc de la soulager en fait. Mm. Et ce qui devient de ce fait, je trouve très intéressant, et ça m'a fait, enfin, il y a une citation de Nietzsche que j'ai trouvée qui était assez intéressante dessus. Il dit le sérieux, ce symptôme évident d'une mauvaise digestion. Et je trouvais ça assez intéressant parce que, en fait, dans ce que tu viens de dire, et les personnes, quand ils ont un symptôme, et moi, je suis toujours en train de bien signifier qu'un symptôme, c'est pas parce qu'on est malade. On peut avoir un Oui, bien symptôme sûr. sans avoir une maladie. Et le sérieux qu'on va y mettre va vraiment dépendre de notre capacité à nous en sortir ou pas.
Donc, moi, j'ai par exemple des personnes dans mes consultations en ligne ou en réel qui vont essayer mais tout ce que tu peux imaginer. Des chamans, ils vont tout Mm. faire. Et ils vont justement oublier cette notion principale que nous parle Michel Audou de la ressource, la capacité à utiliser la ressource qu'on a et l'utiliser à bon escient. Pas pour aller, comme tu parlais justement, dans ce déterminisme de dire pourquoi ça m'arrive moi. J'ai souvent exprimé aux personnes qu'à un moment de notre vie, si on a dû être quelqu'un d'exigeant, on a dû Ah, se bien mettre une sûr. carapace, c'était à un moment de notre vie. Mm. À Oui, ce c'est qu'on moment en de avait notre vie, besoin. Mm. voilà, on avait besoin de ce symptôme qui est la perfection. On était au taquet, on était à fond, on avait besoin de cette hyperactivité. Et que lorsque le symptôme, en fait aussi, surtout celui de sa maladie, il va se manifester parce qu'on a la place. Moi, je prends le symptôme comme un projet de vie. Le symptôme, c'est comme, voilà, j'ai un projet, je suis à fond, je fouille, et là, je sens que c'est le bon moment, je vais en parler à papa, maman, et il y a une porte. Et c'est une énergie tout ça. La maladie est une énergie, le projet est une énergie. En fait, la maladie, c'est la même chose. Elle cherche par tous les moyens, avec plein de petits symptômes, à nous dire quelque chose. Mm. Et comme des fois, on n'est pas disponible, bah, elle est là, elle creuse. Oui, Et puis, souvent, on n'est pas disponible. voilà. Et à un moment, on est un peu plus disponible. Les gens me disent souvent, c'est d'ailleurs assez rigolo, c'est bizarre, je suis tombée, quand je fais Ouais. l'anamnèse de leur pathologie, je dis, bah, elle est arrivée quand, la maladie? En 2000 tel. Mais vous êtes tombé amoureux, oui, c'était en 2012, je tombais amoureux, en 2013, j'étais malade. Et je dis, ah, un an après que vous soyez tombé amoureux, bah oui, je comprends pas, pourtant j'étais bien. Bah justement, là, la maladie s'est dit, ouf, enfin, on peut s'exprimer. Le symptôme a pu Ouais. enfin s'exprimer. Oui, ou comme Et les c'est personnes qui vont aller faire un épuisement professionnel au moment des vacances. Au Voilà, moment où le corps exactement. lâche, au moment où... C'est cette notion-là. Et donc, on va du coup basculer, je vais devoir aussi avec le timing, en Il y a pas mal médecine de questions traditionnelle aussi, chinoise. hein. Ouais, je vais basculer en médecine traditionnelle chinoise et puis on va voir, commencer à poser vos questions, comme ça on va utiliser, on va garder 10 minutes pour ça, pour la fin. Donc, on va basculer en médecine traditionnelle chinoise parce que Astrid et moi, on est passionnés de ça. Et je trouve que la médecine traditionnelle chinoise, un petit peu aussi, même dans le yoga, on va essayer d'en parler s'il nous reste un peu de temps, la médecine traditionnelle chinoise va nous inviter à voir le symptôme dans sa récurrence. Ça va nous inviter à dire un symptôme est lié aux saisons, un symptôme va être lié à la lune, par exemple. Un symptôme peut être lié aussi à un rituel. On peut en faire de son symptôme un rituel qui va permettre de faire un soin préventif et qui va nous permettre de comprendre que les saisons influencent dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc Astrid va nous en parler aussi après. On parle beaucoup de l'influence des xie, des énergies perverses externes, et on parle aussi beaucoup de cette notion de Jin-Ki, c'est-à-dire que finalement, on a des choses qui ne nous appartiennent pas et qui vont créer en nous des symptômes qui sont issus en fait de nos grands-parents, de notre mère, et on est avec en fait cette base de vie. Et je trouve cette notion très intéressante parce que j'ai souvent beaucoup de personnes qui vont me dire en hiver j'ai des douleurs, là j'ai Mm. des douleurs, et où j'ai des sensations comme ça, je me sens plus forte, plus faible, plus fatiguée. Et en fait, on retrouve justement cette notion pour vous aider à comprendre, parce que ce soit moi ou Astrid, je pense qu'on travaille toutes les deux dans la compréhension des symptômes et dans faire d'eux quelque chose qui nous accompagne dans notre quotidien, dans une globalité. Donc, Jean-Marc Quespi, que je trouve vraiment aussi exceptionnel comme auteur, il parle des 7 sentiments qu'on retrouve en médecine traditionnelle chinoise. Il dit, tout ce que nous avons vécu depuis notre conception s'inscrit dans notre corps en certains lieux, différents pour chacun. Toute agression ou émotion excessive ou répétée est susceptible de créer un déséquilibre, une obstruction qui, à la longue, entraîne des troubles fonctionnels puis lésionnels. La maladie n'est pas une anomalie. Le yin, le yang, tout est dualité dans la vie. Il n'est pas un pôle qui ne puisse exister sans son contraire. Ainsi, la maladie, le symptôme, l'annonce de la santé sont deux aspects obligatoires d'une même réalité. La normale, c'est que la maladie, donc le symptôme, s'échappe et n'existe pas, rompant ainsi sa relation avec la santé qui nous permet d'avoir un équilibre. Je trouve ça quand même assez, Mm. tu vois, enfin, je trouve que c'est assez intéressant de voir ça aussi comme ça, de travailler sur la localisation, sur la fréquence, la rythmicité, pour pouvoir en faire un allié. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport justement aux saisons.
Mm. On parlait tout à l'heure de vésicule biliaire qui va venir travailler avec le foie pendant le printemps et toutes ces pathologies qui vont souvent sortir, hein, beaucoup de Ouais, poussées. bien sûr. Et je pense après, c'est intéressant aussi de voir tout l'aspect émotionnel derrière. Tu vois, c'est vrai qu'il y a chaque organe est le reflet en quelque sorte d'une émotion particulière. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir comprendre aussi les symboliques des symptômes par ça, via ces techniques. Par exemple, voilà, tu parlais du foie et de la vésicule biliaire. Le foie, selon la médecine chinoise, est représentatif enfin, un foie en déséquilibre peut être représentatif d'une colère ou d'une frustration ou d'émotions, oula, mon téléphone, ou d'émotions qui ne sont pas, qui ne sont pas exprimées et qui ne circulent pas convenablement dans le corps. La vésicule biliaire, il y a tout cet aspect décisionnel et prise de décision, pouvoir être dans l'action et ne pas tout le temps être dans l'indécision, effectivement. Euh, les reins, la peur. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui se croisent comme ça. Et c'est vrai qu'en plus des saisons, chaque organe va correspondre à une saison. Et c'est vrai que durant ces saisons, il y a ces émotions qui vont aussi être en quelque sorte à chouchouter, à la peur qui s'exprime beaucoup plus à la saison du rein pendant l'hiver, à des périodes qui sont peut-être plus sombres, des périodes d'intériorisation où on est moins dans cette expansion, on est plus en, en intérieur, à pouvoir être dans la réflexion, dans la remise en question, etc. Et ça va être intéressant effectivement de voir à quel moment de l'année ces symptômes s'expriment et pour faire des liens qui peuvent être hyper enrichissants. Et aussi, j'entends dans ce que tu viens de nous lire qu'il y a aussi cette espèce de cet aspect beaucoup plus doux en fait de la maladie et de la vision de la maladie qu'ont les Chinois, c'est qu'en fait la maladie n'est pas un problème, la maladie fait partie de la vie et en fait la maladie est un moyen de retourner, le symptôme est un moyen de retourner à l'équilibre. Donc en fait le corps a besoin à un moment de pouvoir s'exprimer pour qu'il y ait un retour à l'équilibre qui puisse se faire. Et c'est vrai que je trouve que en Occident, et tu vois, moi la première, hein, on est un peu éduqué à ce truc du symptôme. Le symptôme est un problème, le symptôme est à éradiquer, le symptôme veut dire qu'en dessous il y a une maladie sous-jacente. Si j'ai mal à la tête tout le temps, tout de suite on va aller s'imaginer, aller checker sur Doctissimo, s'imaginer qu'on a une tumeur au cerveau. Enfin, tu vois, et en fait je trouve qu'il y a cette peur autour de la maladie qui crée un environnement qui n'est pas sain et qui est propice à l'apparition de maladies, parce qu'en fait, à ce moment-là, on rentre dans une logique qui est je vais je vais avoir peur de ces symptômes, je vais avoir peur que mon corps soit déficient. Et en fait, on est sans arrêt dans cette espèce de peur de déficience du corps, parce qu'on est aussi beaucoup éduqué au fait que le symptôme doit être tu. Et le symptôme doit être, est signe d'inconfort et doit être contrôlé, doit être tu, etc. Et donc tout de suite, je trouve que ça change complètement notre perspective du corps, où en fait on se dit, bah, en fait, si à chaque fois que le corps émet un symptôme, on se doit de le supprimer, Éradiquer, on va pas. c'est ça, on finit par avoir un rapport au corps qui est aussi qui est un petit peu ambivalent parce que le corps est quand même le véhicule qui nous permet de faire énormément de choses, mais en même temps, on se dit, le corps est incroyable quand on commence à étudier tous les phénomènes qui se passent dans le corps pour nous maintenir en santé chaque jour. Et à ce moment-là, on se dit, mais en fait, c'est dingue comme on ne lui fait plus confiance, tu vois. Et du coup, je vais rebondir parce que le temps, comme il avance, sur cette notion du corps, cette présence justement au corps puisque le symptôme, enfin, on parle depuis tout à l'heure, commencez à mettre aussi vos questions si vous en avez, comme ça on Il y va en a prendre pas le mal, temps hein. de les répondre. Comme on vous disait tout à l'heure aussi, on parle depuis tout à l'heure de symptômes à la fois pour, quand ils s'exacerbent, mettre en avant une pathologie, une maladie, ou lorsqu'il est tout simplement là, récurrent, pour vous signaler comment est-ce que vous pouvez vous adapter avec votre corps. Et on est en train de votre corps, votre mental. Et avec vraiment cette notion de dire que le symptôme nous parle d'ego, donc on vous explique depuis tout à l'heure, je synthétise un peu,
le symptôme nous parle d'ego, de perception, de besoin, de distanciation et de quête de linéarité. Et vers ça, quand on commence à comprendre que quand le symptôme devient récurrent, il nous invite à la régénération. Et cette régénération passe par notre véhicule que nous avons, ce véhicule qui est notre corps. Et donc, c'est pour ça que notamment là avec ce confinement, toutes les thérapies, les techniques qui ont trait au corps vont être hyper intéressantes parce que c'est le corps en fait qui stocke nos émotions, notre mémoire émotionnelle et qui va enclencher ça au niveau de notre cerveau. Donc moi, je suis une pratiquante de yoga, toi aussi, et dans le yoga, on parle de dukkha. Dukkha, c'est notre souffrance. Et c'est cette notion qui est très intéressante de dire que la souffrance, en fait, elle va être dans le yoga due à nos kleshas. C'est la cause de nos souffrances. Les kleshas dans le yoga, c'est la cause de nos souffrances. Et dans les causes de ces souffrances, ils mettent en avant l'ignorance. Et donc, l'ignorance, avidya, va vraiment être le fait qu'on ne va pas prendre le temps d'écouter la récurrence de ce symptôme, sa localisation dans notre corps, son invitation à la régénération, au repos, à l'isolation. On va travailler beaucoup avec pratyahara. Et tous ces mécanismes-là vont venir nous guider parce qu'en fait, une émotion, un symptôme, pour moi, je le perçois, je ne sais pas pour toi, comme vraiment une émotion. Un symptôme, c'est une pulsion, comme disaient les psychanalystes. Et cette pulsion-là, avec le message qu'elle a, tout se passe par le corps. Si je commence à être dans la fatigue, si je commence à lutter, et il y a avec toutes les pratiques de yoga, on revient encore à cette respiration qu'on retrouve le ki dans l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, le prana en yoga, ou l'oxygène en médecine occidentale, se mettent vraiment en base principale de circuit énergétique pour permettre de redonner de l'harmonie et de la fluidité. Donc, je vais justement, en ayant parlé du corps, on va essayer, avant de proposer des personnes, de nous répondre aux questions des personnes, faire une transition d'une petite minute avec la digestion, puisque justement, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. L'alimentation, la digestion est très perturbée lorsque notre symptôme principal est très exprimé et que celui-ci se transforme en maladie. Donc, je pense que tu as 1 ou 2 minutes pour en parler. On est toutes les deux fans de jeûne. On sait que je parlais de régénération, du symptôme qui invite à se régénérer. Voilà, 2 petites minutes pour que tu en parles et qu'ensuite on puisse, je commence à regarder les questions pour qu'on puisse répondre à vos questions. Concernant le système digestif, c'est vrai que ça va être en fait un système qui va être impacté très facilement par nos émotions. Donc, tu vois, quand on prend les expressions, se faire de la bile, avoir le ventre noué, enfin en fait ça va vraiment être un des premiers systèmes qui va être impacté par l'état émotionnel. De par aussi le fait que l'anxiété, le ressassement, l'hypermentalisation et tout ce qui est de l'ordre de la tête, de l'esprit qui ne veut pas s'arrêter, va avoir un impact en fait sur notre système digestif. Donc tout ce qui est stress et anxiété chronique. Et en fait, c'est vrai que je vais revenir un peu avec un peu l'aspect dont je parlais tout à l'heure et le fait que c'est important de pouvoir comprendre que le symptôme est là parce qu'il y a un environnement qui permet au symptôme d'être là. L'alimentation, pour moi, est vraiment le vecteur numéro 1 de transformation en quelque sorte, parce qu'en modifiant son alimentation, on se rend compte à quel point l'extérieur et nos petites habitudes et nos petits gestes, en fait, peuvent avoir un impact sur l'intérieur. Et voilà, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le cœur de mon message, tu vois, de l'alimentation comme premier vecteur de transformation. En fait, je trouve que ça peut amener à une prise de conscience de par le fait que, comme je le disais tout à l'heure, le symptôme va aller exprimer un message et ce message peut être que notre environnement ne nous est plus adapté. Donc, la nourriture que l'on consomme, l'air que l'on respire, notre environnement de travail, nos relations également, nos relations à nous-mêmes, nos relations à l'extérieur, notre relation à nous-mêmes, nos relations à l'extérieur. Et en fait, c'est vrai que l'alimentation et le manque d'alimentation, la non-alimentation, donc le jeûne, comme tu parlais, comme tu viens de dire, peuvent aussi être un moyen de nous permettre de nous rendre compte en fait que le corps, lorsqu'il est livré à lui-même sans
interactions extérieures peut retourner aussi de lui-même à l'équilibre, en fait. Et c'est assez puissant. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on se rend compte de toute la puissance du corps, en fait, et de l'incroyable capacité qu'a notre corps à retourner à l'équilibre tout seul quand on le laisse un peu tranquille. Ouais, Donc, c'est ça qui est super impressionnant. C'est mm. très impressionnant. Alors, il y a des questions, on va essayer de répondre à vos questions parce qu'on avait plein de choses à vous dire, mais je pense qu'on pourrait passer 2 heures ensemble dessus. Donc, le livre dont je vous ai parlé, c'est celui de Jean-Marc Quespi, donc c'est Kespi, que vous pouvez trouver, médecine traditionnelle chinoise. Il en a écrit plusieurs. Après, en question, donc on a mis, Michel Ledon vous a répondu. Michel Audoul. Et il y en a un autre qui est sympa, qui est de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et pareil, il lie l'émotionnel aux symptômes. Et pour l'avoir feuilleté plusieurs fois, oh là là, c'est pas possible. Pour l'avoir feuilleté plusieurs fois, c'est hyper intéressant. D'accord. Du coup, alors, ensuite, donc ça, on a répondu. Alors, l'utérus, quelle émotion est liée à l'utérus? L'utérus est une entraille assez importante enfin, dans toutes les cultures. Hein. C'est quelque chose, c'est un organe qui est assez important. Et on peut pas, pour moi qui est l'endométriose et qui me suis fait opérer il y a 4 ans, ça fait 4 ans que je devais me faire réopérer et que voilà, avec toutes ces approches, j'arrive à maintenir le cap. C'est important de savoir que notre utérus, en fait, est très en lien avec l'histoire des femmes de notre génération. Vous savez déjà qu'on était déjà, en tant que follicule, dans le ventre de notre grand-mère. Donc, on ne peut pas juste approprier à une seule émotion, l'utérus, à une seule fonctionnalité. Il y a des souffrances des femmes de votre famille que vous transportez aussi qui a justement à avoir un travail psycho-émotionnel, corporel et aussi spirituel à avoir pour se débarrasser vraiment de ce qui nous appartient et ne nous appartient pas. Et dans le dernier post, je vous parle du côté de l'esclavage. Mon grand-père était esclave, donc c'est pas très récent, c'est pas très loin. On pourrait croire que l'esclavage, c'était il y a... Bah non, mon grand-père, c'est pas si loin. Et donc, j'ai quand même des séquelles. Je le sens quand je suis comme ça. Et du coup, je sais que c'est pas mon énergie, mais je Le la cerveau transforme. reptilien qui reprend Je l'ai Exactement. aussi, donc je connais bien. Donc ça, après, qu'est-ce qu'on avait? Alors, pour la fibromyalgie, parce qu'Astrid et moi, on connaît bien la maladie, ce qu'on vous disait au début, c'est que la fibromyalgie, on retrouve les symptômes. C'est ça qui est... Moi, je trouve cette maladie incroyable. Je trouve que... Donc, j'ai une endométriose, j'ai un lupus systémique, une endométriose sévère, un lupus systémique, une fibromyalgie. Alors, je trouve incroyable ma fibromyalgie, parce qu'en fait, elle me permet d'être dans l'instant présent. La fibromyalgie, elle ne négocie pas. En fait, l'endométriose, je peux négocier avec. Je peux faire comme si je l'écoute pas. Je peux être une tueuse. Je peux bosser comme une tarée. Et j'enfonce le symptôme de la fibro, de l'endométriose. Mais la fibromyalgie, on ne peut pas enfoncer les symptômes de la fibro. Et moi, ça me permet de soigner les gens parce que instantanément, dès qu'une personne que je dois prendre en soin rentre dans ma salle de soins, ou même en ligne, que je l'ai en ligne en visio, tout de suite, ça tilte chez moi, ma fibro. Et tout de suite, ça va m'aider à me mettre au diapason de la personne que je suis en train de soigner. Je trouve que c'est une maladie, quand on a compris le processus des symptômes qu'on a, enfin, je ne sais pas pour toi, mais je trouve qu'elle est trop géniale. Donc, quand on est professionnel et qu'on travaille, pour la question, après je laisse Astrid parler, il y a vraiment à vous dire, dans mon boulot, il y a des personnes qui vont réveiller un de mes symptômes de fibro. Lequel? Dans ce cas-là, je vais essayer d'alterner ces personnes-là avec des personnes au travail qui m'apportent un petit peu de bien, parce que c'est toute cette dualité yin-yang. Ensuite, c'est pareil, on parlait de la digestion. Si je sais que j'ai une grosse journée de travail, bon, je vais taper sur des soupes à midi et des jus d'extracteur. Quand vous savez que vous êtes fatigué, ben à midi, ne mangez pas du lourd. Et comme ça, économisez-vous, parce que la fibromyalgie, elle tape beaucoup sur le parasympathique. Et si vous mangez lourd, vous n'allez pas avoir le temps pour que votre parasympathique compense à la fois la douleur et compense la digestion. Voilà. Je te laisse du coup répondre pour Oui, ça peut permettre effectivement d'avoir des petites périodes où l'alimentation est vraiment allégée, ou période par exemple du jeûne intermittent, ça peut permettre d'avoir plus d'énergie dans ce type de pathologie pour certaines personnes, notamment quand il y a beaucoup de fatigue chronique.
Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la fibromyalgie, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je n'ai plus aucun symptôme. Donc, je pense que je le vis complètement différemment. Mais en fait, j'ai plus aucun symptôme, je pense, parce que j'ai j'ai mis en place énormément de choses. Et en fait, je me suis vraiment posé des questions sur ce que ça venait me dire. Et j'ai changé littéralement, j'ai changé ma vie, en fait. C'est-à-dire que je ne fais plus le même travail qu'avant. J'ai des projets autour de la fibromyalgie, autour de l'alimentation, de l'accompagnement. J'ai repris des études. Je ne m'impose plus du tout les mêmes choses. Vraiment, pour moi, il y a eu une transition c'est comme si j'avais écouté tout ce que la maladie était venue me dire sur moi-même, sur mon rapport à moi, et que j'avais fait évoluer énormément de choses qui ne permettent plus aujourd'hui aux symptômes d'être là. Et c'est vrai que je ressens, dès que je vais avoir un environnement qui va être trop stressant, ou que je vais être dans l'auto-jugement, retrouver un peu ce rapport que j'avais avant à moi, il peut y avoir, à des moments, j'ai plus de symptômes de fibromyalgie, mais je vais retrouver des symptômes d'anxiété. Mais en fait, aujourd'hui, je suis tellement sortie de ça qu'en fait, quand ils reviennent, je me dis, ouh là là, c'est pas bon là, on n'est pas sur la bonne route. Donc, je pense qu'effectivement, le fait de saisir les symptômes, de saisir le message de ces symptômes, ça peut être hyper intéressant. Et je pense qu'il y a un énorme lien avec la relation qu'on entretient avec soi-même, en fait. Oui, la perception de ce que nous avons c'est vraiment l'histoire de comment est-ce que je perçois mes symptômes. Et si je n'arrive plus à les percevoir et à écouter leurs messages, à rentrer dans le rythme qu'ils me proposent, c'est là qu'il y a vraiment à se faire accompagner parce que on ne sait plus souvent les interpréter. Et quand on parlait de régénérer, je mets en pause pour pouvoir vraiment aller chercher dans mes propres capacités. Ah, Donc, il y bien a sûr. quelqu'un qui parlait du côté droit. Oui, souvent le côté droit, je vous avais dit tout à l'heure, c'est vraiment le côté yin du corps, c'est en lien avec tout ce qui est féminin. Donc, est-ce que vous vous sentez à votre place en tant que femme, le rapport avec votre mère, le rapport, on parlait justement de l'entreprise sociale qui nourrit, qui vous apporte. Donc, est-ce qu'au travail, vous vous sentez bien? Il n'y a pas justement à mélanger, j'ai vu une question dessus, cerveau droit, cerveau gauche et le corps. C'est pas du tout la même chose. On sait que le cerveau gauche va répondre au côté droit du corps et Oui, que bien du sûr. coup, dans les médecines traditionnelles chinoises ou dans le yoga ou l'ayurveda, on est dans une approche plutôt Dynamique, ouais. physique voilà, et pas mélanger les deux. Voilà, non, ça se coupe pas encore. Je regarde juste si il n'y a pas une autre question. Vous pouvez encore poser vos questions. Je crois qu'il Moi, nous je voulais reste répondre à quelque chose. Alors, je pense que c'est peut-être Justine, je ne sais pas trop. Ça nous Oui, rend un ça peu reste en coupables de nos symptômes dans cette deuxième pensée. Je pense qu'elle parle de quand je disais, oui, on peut être soit fataliste, soit décider d'agir. En fait, pour moi, il n'est pas question de se rendre coupable, de nos symptômes. On n'est pas coupable de nos symptômes. Je pense qu'on est juste à un moment donné dans une situation où si on veut aller mieux, il peut être important d'écouter ces symptômes, de respecter, en fait, d'avoir un rapport un peu plus aimant à notre corps, plutôt que de se dire mon corps m'a rendu malade, se dire mon corps est en train de me véhiculer des messages et en fait, si je les écoute, il y a moyen que j'aille mieux, en fait. exactement. Et tu vois, Le... aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes que j'ai pu suivre accompagner avec la fibromyalgie. Et déjà, le fait d'avoir une alimentation hyper appropriée, un repos, une confiance dans le corps, déjà, de retrouver ça, c'est énorme. Et c'est énorme et ça change, en fait, vraiment la perspective des choses. Et donc, le Oui, ça moral carrément. Oui, le replay, il y a une question comme ça, il va rester disponible, donc vous le retrouverez dans Instagram TV Oui, je réponds du coup, Flore, parce qu'il y a eu des questions. Vous le retrouverez sur mon compte Instagram, sur Instagram TV. Donc, vous aurez ça là. Donc, s'il y a des personnes, on va donner, j'espère, je pense qu'on a répondu à toutes les il y a questions. le Si on a CBD. Il y a une encore question sur le CBD pour vivre normalement sans douleur, s'il y a beaucoup de personnes qui ah, l'utilisent. il reste 26 secondes. Vous allez pouvoir poser les questions sous ce live. On va vous répondre. Le CBD, oui, ça peut marcher, mais c'est aussi pareil, ça devient quelque chose, une addiction. Donc, l'idée, c'est de se sortir de ces addictions.
Donc, vous avez nos deux comptes Instagram. Vous pouvez nous contacter pour des suivis aussi s'il y a et des questions. Enfin, n'hésitez pas à les écrire sous ce live qui va rester disponible. À toi pour dire au revoir.